Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert et ses invités. C'est parti pour notre débat média de ce jeudi matin. Énormément d'infos en cette période entre le mercato, les changements à la tête de l'info de France 2 et puis cette affaire d'homophobie n'en touche pas à mon poste. Sans plus tarder, j'accueille donc nos invités. Caroline Bonacossa, vous êtes journaliste à Stratégie. Bonjour. Nicolas Voller, l'éminent rédacteur en chef de TV Magazine. Merci, bonjour Nicolas. Thomas, quel accueil, je vais revenir plus souvent. Oui, dépêchez-vous. Et puis Rémi Jacob, journaliste à Prisma Média. Vous écrivez dans Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. Bonjour. Bonjour Thomas. Par quoi on commence? L'affaire touche pas à mon poste peut-être, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Hier, Cyril Hanouna a été reçu par la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Tout d'abord, est-ce que c'est le rôle du gouvernement que de recevoir un animateur télé, Nicolas Voller? À mon avis, non. Pas particulièrement. Cette affaire a déjà pris beaucoup trop d'ampleur. Je pense que Marlène Schiappa a profité aussi de cette affaire pour se faire une petite notoriété. Oui, bien sûr, il faut qu'elle se fasse connaître, c'est à peu près normal. Le seul organe habilité à réguler à peu près ça, c'est le CSA. On le sait, voire la chaîne même, qui peut aussi sanctionner son animateur si elle en a envie. Là, on est vraiment dans une leçon de morale façon CPE de collège. Coup de com', Rémi Jacob? Coup de com', je sais pas, mais je vous rejoins. Effectivement, c'est au CSA de siffler la fin de la récréation ou à la chaîne. Le problème, c'est que finalement, depuis quelques mois, on voit qu'au sein du groupe Canal+, au sein de la chaîne C8, il y a personne qui n'ose contredire Cyril Hanouna. C'est peut-être ça le vrai problème, c'est que à Canal+, Cyril Hanouna, alors c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui est un gentil à la base, mais enfin qui pèse quand même 250 millions d'euros. Alors tout le monde a le petit doigt sur la couture. Donc je trouve que c'est au CSA qui pèse beaucoup d'audience aussi. Mais bien sûr, et qui effectivement réalise de très très bonnes audiences. Mais c'est vrai que vous savez, Cyril Hanouna, c'est un peu comme un enfant, c'est un peu comme un môme. Il a besoin qu'on lui mette des limites. Non, mais c'est vrai. Et donc, puisque ça se fait pas en interne, c'est à l'extérieur de lui mettre des limites. Et je suis sûr que lui inconsciemment le souhaite. Enfant turbulent. C'est votre avis aussi, Caroline Bonacossa? Alors non, je rejoins pas mes confrères parce que le CSA a lancé une démarche pour une sanction qui est envoyée vers un rapporteur indépendant. Et donc on doit attendre les résultats de ce rapporteur indépendant. Et face à une affaire qui a soulevé un émoi tout de même dans la société, près de 40 000 notifications au CSA, je trouve qu'une ministre nommée récemment secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme et de la reconnaissance et du respect de chacun, je trouve qu'elle est dans son rôle et en plus je trouve que l'issue est plutôt adapté et sympathique. L'issue. Alors on s'est beaucoup moqué quand même hier soir sur les réseaux sociaux de cette idée de mettre en place un système de buzzer, genre comme ça. Eh bien, c'est justement totalement adapté. Pour une fois, les politiques, elle fait la preuve qu'elle connaît l'émission. Ça s'intégrerait tout à fait dans le cadre de l'émission. Convaincant? Ouais, je suis pas convaincu par ce dispositif. Moi, je suis surtout... Le buzzer, c'est une idée d'Hanouna. Oui, c'est une idée d'Hanouna, mais moi, je suis surtout convaincu par une nécessité de recentrer l'émission sur les médias. Moi, Touche pas à mon poste, c'est une émission que j'aimais regarder il y a plusieurs années quand elle parlait vraiment des médias. Au fil des mois, au fil des années, on a assisté à une dérive éditoriale de l'émission avec des happenings de plus en plus farfelus, parfois humiliants. Moi, je pense que si Hanouna, il en a conscience, il est en train de plancher sur une nouvelle formule qui sera beaucoup plus centrée sur les médias. Il a raison d'aller dans ce sens-là et je pense que les téléspectateurs le suivront si on revient à une émission véritablement de décryptage des médias. Ils le suivent avec 1,3 million tous les soirs. On ne peut pas dire que ce soit un échec en termes d'audience. Il y a quand même une très très grosse érosion des audiences depuis quelques mois. Très grosse, non. 20%. Légère. Entre 15 et 20% sur une année. Juste encore sur l'idée du buzzer. Donc l'idée c'est quoi? C'est de buzzer dès qu'on franchit une ligne jaune? Mais bien sûr, mais c'est tellement... il faut se rendre compte qu'on franchit la ligne jaune. C'est quelqu'un dans le public. C'est une prise de conscience, une façon un peu drôle de souvenir. Mais ça aurait servi à quelque chose dans le cadre de l'émission Radio Baba? Bien sûr, moi j'aurais aimé qu'un chroniqueur buzz en disant non, la Syrie, tu vas un peu loin. Ou non, c'est un chroniqueur qui le fait, c'est ça. Oui, mais un chroniqueur ou Hanouna, je ne vais pas non plus décider des règles. Mais il ne faut pas que ce soit un gadget, que Cyril Hanouna prenne conscience de certains dépassements. Ça aurait peut-être permis à Cyril Hanouna de se rendre compte, parce que évidemment Cyril Hanouna n'est pas homophobe, mais ça aurait pu lui permettre de se rendre compte sur le moment que son canular était limite. Absolument. Il est en direct, on s'emballe, ça peut on peut déraper, ça arrive à n'importe qui. Et justement, là, ce serait un moyen assez ludique et une fois de plus tout à fait adapté au dispositif de l'émission. Il y a un peu un acharnement en ce moment contre Cyril Hanouna, Nicolas Voller? Ah oui, c'est certain. Enfin, moi, je pense que cette affaire n'aurait pas pris ses proportions ainsi. Ce n'était pas Cyril Hanouna. Donc, il est en partie responsable parce que Cyril Hanouna cherche toujours le buzz. Il sème ça et forcément, évidemment, il le récolte quand ça va mal. On a l'impression que tout
le monde l'a attendu. Oui, alors il paye aussi le prix de nombreux buzz, de nombreux bad buzz et polémiques qui ont émaillé son émission. Mais vous avez raison, Nicolas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont engouffrés dans la brèche pour régler des comptes sur des affaires qui n'avaient rien à voir avec celle-ci. Donc effectivement, il y a peut-être un acharnement sur Cyril Hanouna. Moi, je pense que le succès amène à quelques contraintes, des avantages et des inconvénients. Parmi ces inconvénients-là, entre guillemets, il y a une forme de responsabilité. Et moi, je trouve ça bien tout de même que, voilà, on rappelle à Cyril Hanouna qu'il y a des limites et que s'il dérape, effectivement, il a un peu valeur d'exemple là, justement, du fait de sa popularité. Mais bon, rien de grave. Enfin, ce serait arrivé dans cet avou, il n'y aurait absolument pas eu la même répercussion. Cyril Hanouna souffre du même syndrome. Cyril Hanouna souffre du même syndrome qu'a eu ici quelqu'un de la maison qui était Jean-Marc Morandini, qui parle des médias, qui parle de la télé, qui les critique souvent d'ailleurs. Donc à partir du moment où une affaire se retourne contre lui, forcément le milieu des médias et de la télé se retourne aussi contre Nicolas, il ne faut quand même pas non plus masquer le débat. L'affaire et ce canular était grave. C'était un canular homophobe. On le répète, Cyril Hanouna n'est pas homophobe. On est tous non, mais c'était un canular homophobe qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, qui légitime l'homophobie qui existe en France, qui est rampante dans les cours de récréation. On va pas refaire le débat parce qu'on en a déjà parlé. Juste rappeler quand même que c'était ça le fond de l'affaire. Cette affaire, elle a déclenché une crise. À touche pas à mon poste. Mais bien sûr, évidemment, forcément, il y a une remise en question. Le départ de Nora Malagré, il est lié que ce lié à ça, je pense pas. Moi, je sais que ça fait longtemps qu'elle envisageait de partir, tout comme Thierry Moreau, tout comme plusieurs animateurs qui pensent avoir fait le tour. Mais pour moi, c'est pas une crise, Thomas. C'est simplement cyclique. Ça fait 7 ans, touche pas à mon poste. 7 ans, c'est un vrai cycle. Au bout d'un moment, les gens s'en vont. Voilà, c'est tout à fait normal. Allez, on passe à la rentrée de France 2 qu'on vous a détaillé tout à l'heure dans le décryptage de Jérôme Yevenichenko. Tout d'abord, le retour des enfants de la télé. Bonne ou mauvaise idée? Très bonne idée. Moi, c'est un programme que j'aime beaucoup. Vous savez, en télévision, Thomas, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je vois pas pourquoi. Les vieux pots, pas les vieilles pots. Mais je vois pas pourquoi France 2 se priverait de ce programme. Alors, reste à trouver l'animateur. Nous, selon nos informations, on l'a annoncé hier sur le site de Télé Loisirs, Thomas Touroud pourrait tenir la corde. Il nous a dit qu'il n'était pas au courant. Écoutez, en tout cas, moi, je vous confirme que c'est une piste qui est étudiée du côté de la chaîne et qui est une piste qui est cohérente. Il a, vous vous souvenez, animé les 50 ans de la télévision avec Michel Drucker. Et ça pourrait être une rampe de lancement. C'est pour du prime time hebdomadaire le samedi soir? A priori, c'est du prime time. Hebdomadaire, ça dépend. Moi, je le vois bien en alternance avec un Patrick Sébastien, par exemple, qui a moins de prime maintenant. C'était pas, ça fait longtemps que c'était plus mensuel sur TF1, Thomas. Par contre, sans Arthur. Et franchement, j'ai du mal à voir cette émission coexister. Ça va être un peu le casse-tête de France 2 parce que moi, la seule chose. Alors, les enfants de la télé, il faut savoir que c'est une émission qui a été initialement créée sur France 2 en 94. Le samedi soir, en deuxième partie de soirée. Et Arthur et Stéphane Courbet qui étaient partis 2 ans après sur TF1. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que pour moi, les enfants de la télé, c'est une marque TF1 forte qui a été animée par Arthur, qui a vraiment incarné la chaîne. C'est une émission trop marquée TF1 pour France 2. Et pour moi, ça m'ennuie un peu qu'une chaîne comme France 2 se serve comme nouveauté de la rentrée d'une marque TF1, fasse venir Faustine Bollard qui est estampillée M6 pour les après-midi, et de la même manière Carole Rousseau qui est estampillée TF1. Et je me dis attention, France 2, il faut changer, mais peut-être pas brouiller les repères du téléspectateur. Il y a des valeurs sûres aussi. Ils vont compter sur Laurent Delahousse entre 19h et 21h le dimanche, avec le 20h intégré. C'est une chose dont il rêve. C'est un projet qui lui tient à cœur depuis 4 ou 5 ans. Laurent Delahousse est un journaliste dans l'âme, mais a une appétence forte pour tout ce qui est culture, fiction, cinéma. Et je pense qu'on lui donne enfin ce qu'il demandait et espérait depuis des années. Il y a un risque, c'est que ça déstabilise la grille du week-end, parce que la conséquence, c'est qu'il va probablement abandonner la présentation des JT du vendredi et du samedi. Or, on change déjà le présentateur en semaine. David Pujadas est remplacé par Anne-Sophie Lapix, qui est d'ailleurs une décision aussi autour de Michel Drucker. Effectivement, alors exactement, on change d'habitude. Donc c'est un petit peu, je trouve, la touche Ernotte de vouloir comme ça tout changer d'un coup, notamment quand ça marche. Donc je suis pas sûr que ça soit un si bon choix. Non pas que Laurent Delahousse n'ait pas de talent, il connaît l'écriture de nouveaux formats, il sera très très bon dans cette tranche, mais ça risque de déstabiliser l'ensemble de la grille. Peut-être gardera-t-il l'info le vendredi et le samedi. C'est pas dit qu'il l'abandonne. A priori, il pourrait arrêter les journaux le vendredi et le samedi soir s'il garde ses autres émissions sur le dimanche. Sur l'info encore, faut qu'on parle de David Pujadas, qui précipite son départ du 20h. Il devrait arrêter dès la semaine prochaine. Vous le comprenez? Oui. C'est difficile d'être un bon soldat, les doigts sur la couture du pantalon quand on vous dit merci mon gars, vous faites 20% d'audience tous les soirs alors que la chaîne est à 13%, mais super, c'était bien, 16 ans, bye bye. On peut le comprendre. C'est long jusqu'au 14 juillet, parce qu'en général les présentateurs titulaires vont jusqu'au 14 juillet, jusqu'à l'interview du président de la République. C'est compliqué pour lui de tenir jusque-là. C'est pas facile de continuer son émission. Et c'est surtout une décision abjecte, il faut quand même le rappeler, en tout cas, c'est mon point de vue de Delphine Ernotte, donc je trouve qu'il a raison effectivement de précipiter son départ. C'est vrai, c'est difficile
difficile de continuer son émission quand on sait qu'elle va s'arrêter. Un dernier mot très rapide, ce sera notre dernier tour de table. Anne-Sophie Lapix aux 20h, est-ce que c'est le bon choix? Écoutez, c'est une très très bonne journaliste, mais j'ai peur que ça se passe comme en 2008 sur TF1, lorsque PPDA avait été viré. On avait mis à la place Laurence Ferrari, qui a beaucoup de talent, mais enfin les audiences avaient chuté. Je crains que ça se reproduise. Moi, je pense, j'ai cette même crainte que Rémi là-dessus, alors qu'elle ne le mérite pas. C'est une super journaliste. Pour moi, elle est même meilleure intervieweuse que David Pujadas, mais je crains effectivement ce petit rejet. Remercier David Pujadas qui passe pour une victime, annoncer aussitôt la nomination de Anne-Sophie Lapix qui passe pour la méchante. Exactement, donc ça va être alors terrible. que c'est pas le cas. Et alors qu'effectivement c'est une journaliste qui a toute sa légitimité.